Quels sont les types d'apprentissage statistique? Comment formuler un problème d'apprentissage statistique supervisé? Qu'est-ce que le compromis biais-variance? Comment éviter le surapprentissage? Salut et bienvenue sur Stats and ML pour tous. En ce jour, je vais vous présenter l'apprentissage statistique supervisé. Avant tout, je vous présente les trois types d'apprentissage statistique: l'apprentissage supervisé, non supervisé et semi-supervisé. L'apprentissage supervisé intervient lorsque les données que l'on a à disposition sont étiquetées. C'est-à-dire, pour chaque unité statistique I, on a une mesure des caractéristiques XI et d'une ou de plusieurs variables d'intérêt YI appelées réponses associées. Ensuite, ajuster le modèle qui relie la ou les variables dépendantes d'intérêt aux caractéristiques prédicteurs variables indépendantes. On a également l'apprentissage statistique non supervisé, c'est lorsque nos données sont non étiquetées. Et dans ce cas, pour chaque unité statistique I, on a une mesure des caractéristiques XI, mais pas de réponse associée. On peut souhaiter par exemple identifier les groupes d'unités statistiques qui se ressemblent au fil des caractéristiques ou bien identifier les groupes de variables qui sont les plus liés. On a également l'apprentissage semi-supervisé. L'apprentissage semi-supervisé intervient lorsque, pour chaque unité statistique, on a une mesure des caractéristiques XI, mais pas de réponse associée pour certains et des réponses pour d'autres unités. Ce type d'apprentissage est moins récurrent dans les problèmes d'apprentissage statistique. L'apprentissage supervisé, quelle est son utilité? L'apprentissage supervisé vise deux rôles, soit la prédiction, soit l'inférence. Des fois, on peut avoir des problèmes où on a à la fois un problème de prédiction et d'inférence. Prédiction, qu'est-ce que cela signifie? On peut par exemple prédire la sortie associée à une nouvelle observation sur la base de données observées. Inférence, on souhaite comprendre la relation entre la variable dépendante et les variables indépendantes. Ou bien on souhaite analyser la relation entre la variable dépendante et chaque variable caractéristique, ou bien on veut identifier les variables indépendantes les plus explicatives de la variable dépendante. Et lorsque on veut faire un modèle d'apprentissage supervisé, il est important de comprendre son formalisme. Comme notation, nous disposons ici des observations dn d'un n échantillon où xi sont les variables indépendantes ou caractéristiques ou features, yi, variable d'intérêt ou variable dépendante ou variable réponse. Tout ça, ça veut dire la même chose. Et l'hypothèse est que les observations sont indépendantes et la loi conjointe P de xy, elle est inconnue. L'objectif est de prédire la sortie associée à un nouvel individu xn plus 1. C'est ainsi que l'on aura besoin d'un prédicteur f. Un prédicteur f, c'est quoi? Un prédicteur f est une fonction mesurable qui, à partir d'une nouvelle observation xn plus 1, prédira f de xn plus 1 comme valeur de la variable dépendante yn plus 1 inconnue. Plus généralement, on formulera comme y égale f de grand x plus epsilon. Donc, on aura y égale à f de 46, désolé, plus epsilon. Je crois que vous l'aurez compris. Et comment choisir la fonction de prédiction? Pour choisir la fonction de prédiction, on a besoin de connaître, de définir une fonction de coût. La fonction de coût, c'est quoi? C'est une fonction à valeur positive, telle que L de x égale à 0, L de x est strictement positif si x est différent de y. Et cette fonction permet de quantifier l'erreur que l'on commet en prédisant une mauvaise valeur. Par exemple, pour un problème de régression, L de xy peut être la distance équilibrée entre la valeur prédite et la valeur non prédite et la valeur observée. Et pour un problème de classification, ça peut être indicatrice de xy, tout simplement. Et on cherche donc, pour choisir la fonction de prédiction, on cherche la fonction qui minimise le risque de prévision. Et ce risque de prévision, en fait, est défini de cette façon. C'est l'espérance, la moyenne des erreurs que l'on peut connaître, que l'on peut commettre. Mais le risque minimal est obtenu par la règle de Bayes qui dépend de la loi conjointe qui est inconnue. C'est pour cette raison que la règle de prédiction sera construite à partir d'échantillons et l'un des plus utilisés minimise le risque empirique défini de cette façon.
définir de cette façon. Donc, pour choisir la fonction de prédiction, on a besoin de définir une fonction de coût. La fonction de coût, c'est une fonction à valeur positive, telle que L de x égale à 0, L de x est extrêmement positif. Donc, si la prédiction est bonne, ça vaut 0. Si la prédiction n'est pas bonne, c'est extrêmement positif. Et cette fonction permet de quantifier l'erreur que l'on commet en prédisant une mauvaise valeur. Et pour trouver la fonction de prédiction, on cherche la fonction f qui minimise cette espérance. Mais le problème, c'est qu'en pratique, on ne peut pas trouver la fonction qui minimise cette espérance parce qu'elle dépend de la loi conjointe de xy qui, elle, est inconnue. Donc, on fera une règle de prédiction à partir d'échantillons et on minimisera le risque empirique qui est défini de cette façon dans la plupart des temps. Donc, pour un problème d'apprentissage supervisé, il suffira de définir la fonction de coût et compléter pour trouver la fonction f qui minimise cette valeur suivant les valeurs x et y qui sont observées dans les données d'apprentissage que l'on dispose. Compromis biais-variance, qu'est-ce que c'est et comment le gérer? Le surapprentissage intervient dans le cas où, lorsqu'on fait notre modèle, en fait, avant de commencer, lorsqu'on fait notre modèle, il peut avoir un risque de surapprentissage ou de surapprentissage. C'est-à-dire la fonction de prédiction que l'on a trouvée code trop de données ou bien elle s'éloigne trop des données. Par exemple, le surapprentissage, c'est le cas d'un modèle qui code trop de données d'apprentissage. Et dans le cas du surapprentissage, on peut avoir de très bonnes performances sur l'échantillon d'apprentissage, mais beaucoup se tromper sur de nouvelles observations. Et le surapprentissage intervient lorsque le modèle est trop simpliste. Le surapprentissage, lorsqu'on a surapprentissage, le biais il est faible, mais la variance est très élevée, l'intervalle de prédiction est large. Et lorsqu'on a le surapprentissage, le biais élevé, la variance est faible. Le biais quantifie l'erreur d'estimation. L'erreur d'estimation ou de prédiction. Le compromis biais-variance, il est utilisé pour éviter le surapprentissage et le sous-apprentissage. Donc, c'est son utilité. Le compromis biais-variance, c'est une façon d'éviter le surapprentissage et le sous-apprentissage. Il permet de contrôler à la fois la variance et le biais. Et ce graphique, comme on le voit, là, on a l'erreur de prédiction en absence de la complexité. Plus la complexité elle est faible, plus le modèle sous-apprend. Et plus la complexité est élevée, le modèle surapprend. Donc, on doit trouver un niveau où il n'y a ni sous-apprentissage ni surapprentissage. C'est là le compromis biais-variance. On trouve le niveau de complexité qui permet de minimiser à la fois la variance et le biais. Donc là, c'est l'erreur de prédiction sur les nouvelles données et l'erreur de prédiction sur les données d'apprentissage. Plus le modèle est complexe, plus l'erreur de prédiction dans les données d'apprentissage est faible. Pour les nouvelles données, plus le modèle est complexe. Quand le modèle est très complexe, l'erreur devient très grande et quand le modèle... Donc, il faut trouver dans ce juste milieu. Comment éviter le surapprentissage et le sous-apprentissage en pratique? En pratique, on va diviser la base de données en 3 si la taille d'échantillon est grande. Et dans les données d'apprentissage pour construire le modèle, estimer les paramètres, les données de validation pour le choix des hyperparamètres, et les données de test pour évaluer la performance du modèle retenu. Comme rappel, l'hyperparamètre, c'est la valeur qui permet de modifier la complexité du modèle et ça va modifier les estimations qui sont faites par le modèle. Pour éviter le surapprentissage en pratique, on peut également utiliser la validation croisée. La validation croisée est utilisée si la taille d'échantillon n'est pas grande. Dis-moi en commentaire comment définir la validation croisée à cas bloc en 2 phrases. Pour conclure, il existe 3 types d'apprentissage statistique, dont la majorité des problèmes se classifient en apprentissage supervisé et non supervisé. L'apprentissage statistique supervisé est caractérisé par des données d'entraînement qui sont étiquetées, et l'apprentissage supervisé est utilisé pour la prédiction ou l'inférence. Il est possible de rencontrer des problèmes qui allie ces deux objectifs. Dans le cadre de l'apprentissage supervisé, l'objectif consiste à identifier la fonction de prédiction qui minimise le risque de prévision, quantifiant l'erreur de généralisation. Et 2 types de risques peuvent survenir. Le surapprentissage, qui se produit lorsque le modèle s'ajuste trop étroitement aux données, et le sous-apprentissage lorsque le modèle est trop simpliste. Et pour gérer ces risques, nous parlerons du compromis biais-variance que l'on peut aborder en pratique en divisant la base de données en 3 sous-ensembles ou en utilisant une méthode de validation croisée. Si tu as des questions, des remarques, n'hésite pas à me les dire en commentaire. Un like, un partage pour faire grandir la chaîne. Et si c'est ta toute première fois de me suivre, n'hésite pas à t'abonner. Merci. Au revoir.